la chronique Voici bientôt une décennie, les débats sur la nécessité ou pas de révisiter la constitution de la République démocratique du Congo est à nouveau relancé sur cette émission Synopsis. En effet, entre le fait de changer ou de révisiter la constitution et l'amélioration du social des Congolais, qu'est-ce qu'il faut davantage privilégier? Élément de réponse avec notre invité. Il s'agit de Norbert Yamba, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, et puis chercheur, mais également président de la nouvelle vision panafricaine. Avec lui, nous allons aborder cette question de fond à comble. Bonsoir, Norbert Yamba. Bonsoir Kabea pour l'invitation. Très bien, je crois que notre décor est planté. Beaucoup de Congolais, Norbert Yamba, se plaignent de notre constitution et la considèrent comme archaïque et non adaptée aux réalités de la République démocratique du Congo. Les dernières élections combinées ont encore démontré la nécessité et l'urgence plutôt de changer ou de modifier la loi fondamentale. Vous, en tant que politique, comment interprétez-vous ces problèmes? Écoutez, révision ou changement de constitution. J'ai entendu beaucoup de gens dire que, bon voilà, donc il faut choisir entre les sociales ou les changements de constitution, etc. Je voudrais calmer les uns les autres pour dire que ce soit les sociales ou les changements de constitution, ils ne sont pas incompatibles. Ils ne sont pas incompatibles. Tout peut se faire dans une dynamique mise en place. Mais écoutez, je ne parle pas de la révision constitutionnelle parce que la révision constitutionnelle est déjà constitutionnelle. C'est-à-dire ça veut dire, en fait, il y a des dispositions qui autorisent la révision constitutionnelle. Oui. Mais moi, je trouve qu'il y a un article qui fait un problème. C'est l'article 220 qui verrouille, n'est-ce pas, la Constitution autour du changement du mandat, autour du pouvoir de la province. Et c'est là justement que je voudrais que nous puissions engager la réflexion autour de ça. Oui. Je voudrais encore une fois tranquilliser nos compatriotes qui pensent que au lieu d'arranger le social, on parle de plus en plus de la Constitution. Je voudrais dire que les deux marchent de pair. Regardez, le social suppose qu'avoir de l'électricité, avoir de l'eau, bien manger, bien sécuriser, il faut avoir des ponts, il faut avoir des routes, il faut avoir des bacs. Dans les développements. Les développements. Or, lorsque vous analysez la Constitution, le contexte même de cette Constitution, c'est très clair que, bon, voilà, donc c'était au moment où il fallait tranquilliser les belligérants. C'est justement cette Constitution qui a mis en place cet arsenal politique que nous avons vécu autrefois, etc., qui a permis véritablement aux différents belligérants de dégonfler leurs tensions et de dramatiser les relations. Donc, ce référendum qui est intervenu en 2005, l'IDPS n'avait pas accepté véritablement d'y participer. Ah oui. Tout simplement parce que l'IDPS avait constaté à son temps que c'est une constitution taillée sur mesure, etc., qui répond et obéit à la logique des belligérants. Et cette constitution ne renfermait aucun élément qui représentait du Congo ou de l'Afrique. Oui. Et que cette constitution venait essentiellement du droit gréco-romain ou du romano-germanique. Et nous n'avons pas accepté à son temps. Certainement qu'il y avait un rendez-vous en 2006. 5 ans après, on avait un rendez-vous en 2011. 3e rendez-vous en 2018. Et nous venons de passer 4e rendez-vous. Va-t-on continuer comme ça, avec quelque chose qui a été bâti, taillé sur mesure?
quelque chose qui ne nous fait pas avancer. Tenez, lorsque on regarde, ne serait-ce qu'en termes de dépenses réalisées par rapport au mode des élections, par rapport à la structure qu'on met en place pour véritablement organiser les élections, la CENI. Oui. En 2006, paix à son âme, l'abbé Malo avait dépensé 546 millions de dollars. Et en 2000, récemment d'ailleurs, il ne faut pas que j'aille vers Ngoïmolunda, etc., c'était au-delà, mais avec Inanga, récemment, en 2018, c'était 840 millions de dollars. Et actuellement, avec Kadima, c'est déjà 1 milliard de dollars. Les dépenses continuent parce que les élections locales ne sont pas encore intervenues. Lorsque vous prenez, par exemple, les programmes ou les projets, le PDL 145 territoires, ça coûte 1 milliard 660 millions. Oui. Mais les élections nous ont bousillé 1 milliard. Et or, le PDL 145 territoires, c'est le plus grand projet, j'allais dire, en termes d'impact et de performance pour toute l'Afrique. Et donc, ce projet couvre toute la République au travers 145 territoires. Oui. Où il faut donner de l'eau, il faut donner de l'électricité, il faut donner des routes, bacs, ponts. Il faut construire une dynamique autour de l'agriculture où la prospérité économique doit être générée à travers véritablement les activités agricoles de compagnie. Et donc ce projet-là est rendu opérationnel, bien entendu. On est déjà à 31% de son exécution, mais on a besoin de l'argent. Entre-temps, les élections nous prennent autant d'argent. Pour quel personnel politique? Pour avoir quel résultat? Moi, je pense que ce genre de choses, quand on veut le social, parce que les gens pensent que le social, on va ramasser l'argent. Non, l'argent ne se ramasse pas. C'est le peu d'argent que nous avons à travers les régies financières, etc. C'est plus d'argent que nous avons à travers certaines taxes, certains impôts, que nous essayons véritablement d'articuler dans le budget. Et dans ce budget, il y a donc une affectation rationnelle au niveau des différents secteurs de la vie nationale. Norbert Mbemba. Est-ce que j'ai fini? Oui. Donc, je voudrais simplement vous dire, Kabea, oui. Cette question, elle est très importante. Je dis, si on réfléchissait autrement, oui, dans la manière de mettre en place un autre arrangement institutionnel qui permette d'organiser les élections sans un coût exorbitant, oui, nous pouvons dégager de l'argent pour faire le développement, pour faire le social. Autre raison, Kabea. Regardez, lorsque nous avons ne serait-ce qu'une petite comparaison avec la France. La France a 70 millions d'habitants, 70 millions de proportion réservée. Le Congo a 110 millions d'habitants. La France a 400 milliards du budget d'euros. Le Congo a 16 milliards, à peine d'ailleurs. 16 milliards sur une population de 110 millions. Oui. Le Congo a un produit intérieur brut de 65 milliards. La France a 3000 milliards. Le Congo a des problèmes qui sont à l'état d'animalité zéro. C'est-à-dire tous les problèmes. Le logement, l'eau, l'électricité, les routes, les bacs et compagnie, la nourriture, l'école, la santé. Tout est problème. Mais dans un espace de 2 345 000 km, 410 millions, 10 000 km carrés. Et donc, la France, c'est 5 fois moins que le Congo. Et alors, la France a résolu 80% de ces problèmes. Mais la France a pris l'option d'avoir un mandat de 5 ans. Parce que c'est l'article 220 que nous voulons parler. Oui. Dit, un pays qui a 80% de ses problèmes résolus, par rapport à un pays qui a 99% de ses problèmes non résolus, et la France a un mandat de 5 ans pour le président, vous voulez avoir le mandat de 5 ans pour le président? Oui. Et que, au niveau, par exemple, de province, parce qu'il y a un même article, verrouille le pouvoir de la province. Il faut le respecter. Il ne faut pas le bouger. Mais au niveau des provinces, s'il vous plaît, nous avons 25 provinces plus la ville de Kinshasa. C'est 26 au total. Oui.
c'est que nous avons au moins 52 gouverneurs et vice-gouverneurs. Nous avons 97 villes, lorsqu'on respecte la projection des réformes de la décentralisation. Nous avons 603 communes. Nous avons 478 secteurs. 259 ou 61 chefferies. Mais écoutez, nous avons 145 territoires. Nous avons 2187 quartiers. Nous avons 6095 groupements. 88 000 villages. La moyenne d'un quartier, c'est comme un pays. Regardez Kimbanséké. C'est pas loin, c'est 2 fois plus que le Gabon en termes d'habitants. Alors maintenant, un pays comme ça, vous dites non parce que la France il y a 4 ans, et donc non, 5 ans, il faut que nous ayons 5 ans. Ou soit aux États-Unis, 4 ans, et il faut que nous ayons 4 ans. Mais non, on a perdu l'intelligence. Aujourd'hui comme hier, les arguments ou prétextes avancés sont de même nature, parce que vous avez évoqué également la décentralisation qui qui a promis en fait monts et merveilles, s'avère aujourd'hui difficile à mettre en place. La gouvernance qui peut, en fait, j'ai fait allusion à la gouvernance locale, là, qui n'a pas ou qui a entraîné aujourd'hui la moindre esquisse face au développement de la République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas que par là aussi, lorsque vous évoquez cet article 220, vous ne voyez pas qu'il y a nécessité de réviser? Oui, mais il faut le changer. Je vous ai dit que nous avons 52 gouverneurs et vice-gouverneurs. Nous avons 1037 animateurs de l'exécutif, c'est-à-dire à partir du gouvernement central jusqu'au niveau de la chefferie. Oui. Nous avons 3000 ministres, c'est-à-dire du ministre du gouvernement central jusqu'à l'échevin au niveau de la chefferie. Nous avons 11 000 députés. Ça, c'est des projections qui ont été faites par le général Kaloumé lorsqu'il était encore ministre de l'Intérieur en son temps. Et donc, regardez, 11 000 députés. C'est une bourgeoisie incroyable. Et 3 000 ministres. Si dans l'hypothèse, il faut un véhicule à un député, un véhicule à un ministre, le salaire, etc., il va rester combien pour qu'on construise des écoles, pour qu'on construise des centres de santé, pour qu'on puisse payer les enseignants? Non mais écoute, arrêtez des conneries. Or, cet article 220 interdit qu'on puisse toucher sur les pouvoirs de la province. Oui. On va faire comment? Qui ont monté cette loi? C'était dans le contexte des belligérants. Et si aujourd'hui, nous pensons que 4 rendez-vous ont eu lieu, pourquoi nous ne pouvons pas avoir désintoxiqué notre manière de voir? Est-ce que ce que vous avez y a évoqué comme nombre de ministres, députés à travers la République démocratique du Congo, est-ce que cela peut favoriser aujourd'hui le développement du pays? Eh bien oui. Non, pas seulement. Pas seulement. J'ai dit qu'aujourd'hui, il y a des urgences. Parce qu'en réalité, Kabila, il y a ce qu'on appelle des programmes en court, moyen et long terme. Dans le court terme, lorsque nous n'avons pas encore des usines de transformation de nos ressources naturelles, oui, nous pouvons profiter d'un peu d'argent que nous avons. Mais si vous avez toute une bourgeoisie budgétivore disséminée à travers le pays, au travers des institutions, qui ne donnent pas de résultats, et là, ça pose problème. Oui. Alors maintenant, les gens vont dire, mais elle est sociale. Qu'est-ce qu'il y a à choisir? Ben, écoute, arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a à choisir? Mais si la Constitution est là, elle dispose des articles qui permettent véritablement de bloquer les sociales, ben, il faut débloquer. Il faut débloquer parce que cette Constitution a été taillée sur mesure. Les choses ont évolué de manière positive. C'est maintenant d'avoir véritablement un sentiment de moins d'émotions toxiques, etc., pour que finalement, on puisse avoir une Constitution correspondante. C'est de cette manière-là qu'on va préparer petit à petit. Vous ne pouvez pas imaginer que la Constitution qui est la nôtre aujourd'hui a été rédigée dans une certaine mesure, c'est pas en Belgique, avec la contribution des experts
qui sont dans l'université de Liège. Certainement, certains de nos universitaires y ont participé pour apporter quelques contributions, dès lors que cette constitution n'a rien d'africain. N'a rien d'africain. Donc, tout ça, vous ne voyez pas que c'est pour nous maintenir dans les carcans du sous-développement, parce qu'il y a un certain nombre de réalités qui ne coïncident pas avec la réalité de gouvernance actuelle. Tout à fait, Kabila, parce que comment vous voulez que nous ayons des constitutionnalistes? Ces constitutionnalistes ont été formés à l'occidental, et ces constitutionnalistes peuvent bien travailler à France, où ils peuvent monter leur arsenal, etc., etc., mais ils sont incompétents de pouvoir parler des non-questions, parce qu'il y a une distance, il y a un divorce entre le contenu de l'information qu'il a réussi par rapport à nos réalités. Nos parents, nos aïeux, nos ancêtres étaient des chefs de village, par exemple. Quelqu'un pouvait faire 50 ans, 100 ans. Est-ce qu'il était dictateur? Non. Mais c'est comme ça qu'on aurait souhaité, naturellement, quoi, à nos scientifiques. Non, il n'y a pas de scientifiques, il y a des commentateurs scientifiques. Et j'allais dire à nos diplômés, parce qu'il y a des diplômés, il y a des instruits, il n'y a pas d'intellectuels. Les abrutis fondationnels. Et donc, des gens qui ont été formés selon la volonté de l'Occident. Oui. Il y a une conversion de tout ce que nous avions pour le remplacer par rapport à ce qu'ils veulent que nous soyons. Parce que, vouloir être ce que nous devions être, mais être ce que les autres voudraient que nous soyons. Et tous ces abrutis fondationnels pouvaient être recyclés dans une logique d'adaptation d'un certain nombre de réalités par rapport aux lois et textes réglementaires qui sont les nôtres. Et ça, on en a besoin. C'est un exercice, ça constitue véritablement un défi. Aujourd'hui, on n'est pas là. Je vois des constitutionnalistes. Mais vous ne trouvez pas qu'il faut une école exotérique pour aboutir à cet état de choses? Non, non, les écoles ésotériques sont partout à travers le monde parce que c'est la puissance que Dieu a donnée à chaque peuple de s'organiser, de maîtriser sa nature naturelle. On ne refuse pas que l'Occident puisse avoir ses écoles ésotériques comme la maçonnerie, comme la Rose-Croix, Lions Club, Aix-en-Paris. En Asie, vous avez le Maïkari, vous avez les Kakar, etc. Donc, ces écoles exotériques existent. C'est le mal pour nous, c'est quoi? C'est que quand vous arrivez en Chine, ils ont leur école exotérique. Vous arrivez en Russie, ils ont leur école exotérique. En Europe, aux États-Unis, etc. Mais quand vous arrivez en Afrique, nous sommes des copies certifiées conformes de l'Occident. Nous sommes là des maçons. Entre-temps, quand un président américain est maçon, il a de l'ingéniosité, il a la capacité d'imaginer des solutions pour son peuple. Mais nous, c'est la capacité d'imaginer des solutions pour détruire votre peuple. Et c'est ça. Et tout simplement parce qu'on nous donne de puissance, donc encore, qui ne sont pas en concordance avec ce que nous pouvons faire comme performance. C'est cela. Donc, je crois que les panafricanistes sont d'accord qu'aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut nos écoles exotériques. Parce que regardez, mon cher ami, lorsque vous êtes, par exemple, aux États-Unis, dans une grande université comme Harvard, vous avez 3 composantes dans la formation. Il y a la composante théorique, pratique et initiatique. Oui. C'est-à-dire, vous aurez terminé la théorie, qui sont véritablement des idées des autres. Vous faites la pratique de ces idées, mais il y a un moment où on vous initie pour mieux comprendre la société. Mais nous, nos écoles, c'est juste la théorie et la pratique. Et une théorie répétée, compilée, grimpée sur les idées des autres, qui sont fondamentalement les Occidentaux et qui sont dans la complicité. De nous assujettir, de nous dominer, de nous esclavagiser, de nous ligoter, de nous ligaturer. C'est ça. Et donc, vous allez voir, même dans nos universités, il y a trop de personnes qui se font appeler docteurs, professeurs, compagnie, etc., qui oublient que c'est une fonction, ce n'est pas l'intelligence. Et quand ils sont là, ils sont incapables de produire des thèses qui rivalisent les thèses occidentales. Oui. On nous a assujettis. La démocratie, elle est là. Cette démocratie ne nous permet pas d'avancer. Où sont les thèses qui rivalisent l'ordre international qui a été mis en place pour nous assujettir? Mais vous ne voyez pas que ce sont ces pénibles réalités qui font dire aux gens que les démocraties africaines, congolaises, sont des caricatures? Ben écoute, parce que ce ne sont pas dans démocratie. Nous avons connu une démocratie juste à poser. La Chine ne fait pas la démocratie occidentale. La Russie non plus. La Corée du Nord, non. Pour la Chine, 1,5 milliard de personnes, mais ça sont 92 000 personnes qui dirigent.
mais qui donne des grandes performances. Dans 30 ans, la Chine sera la plus grande puissance du monde. Tu vois, avec ça, même si l'Occident est dans ses rêveries romantiques, croit que sa civilisation, c'est la seule et l'unique idéal civilisationnel. C'est faux. Même des savants occidentaux disent aujourd'hui, c'est faux. Vous ne pouvez pas avoir une conception, vous ne pouvez pas avoir une vision, vous ne pouvez pas avoir une civilisation, et vous estimez que cette civilisation doit être appliquée partout à travers le monde. On y a tenté, mais ça n'a pas donné de résultats. Alors, qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'interroger véritablement nos ancêtres, pour savoir leurs héritages traditionnels, de manière que ces héritages traditionnels soient scientifisés, soient modernisés, soient théorisés, et pris pour être intégrés dans nos lois. Et même pour les changements de la Constitution? Bien entendu. Comment ça? Eh bien voilà, donc, comment ça? Oui. Mais écoutez, nous sommes en retard. Le président de la République est en train véritablement, parce qu'il est très pudique, il veut qu'une commission s'organise pour réfléchir sur la question, de manière à ce que nous puissions, qu'elle puisse, la commission bien entendu, oui, lever un certain nombre d'options. Mais au Burkina Faso, aujourd'hui, on est très avancé. On a d'abord déclaré une journée fériée payée pour les traditions et les valeurs africaines, etc. Les chercheurs sont en train véritablement de se recycler pour se réformer, reconstruire ce qu'ils ont perdu, parce que réellement, on nous a tout enlevé dans nos cerveaux, parce que nous ne sommes plus l'image de Dieu qui est le dépositaire de l'Esprit de Dieu. Nous sommes des petits robots qu'on robotise, etc., au travers de la copulation des livres occidentaux, la mémorisation d'un certain nombre d'idées. Et quand on répète bien, on se dit qu'on est génie, et puis on est incapable de fabriquer même une cure-dent, etc. C'est de tout ça. Mais Yamba, est-ce que ce sera une tâche facile pour le président? Ah ben voilà, vous voulez toujours les raccourcis. Parce que ses opposants l'accusent que c'est une manière pour lui de s'octroyer un troisième mandat. Non, ça c'est une vision très simplifiante, j'allais dire réductionniste. Moi, j'ai confiance au préalable que le président de la République a posé. Oui. Il dit, ok, certainement qu'il y a des douleurs d'enfantement dans notre Constitution, les difficultés de parcours, etc. Oui. Il nous faut qu'on s'y penche pour réfléchir un peu. Et pour réfléchir, il dit, je propose la constitution d'une commission qui devra réfléchir sur la question. Et bien cette commission sera représentative. La même chose, j'ai vu en France, il n'y a pas longtemps, où le président Macron pense que l'ère démocratie est démodée, elle est essoufflée, elle est dépassée, elle est épuisée, et pense que bon, il y a moyen de réfléchir pour chercher une nouvelle façon de faire les choses, etc., de manière à passer de la 5e République à la 6e République. Oui. Et au moins, ils sont suffisamment avancés parce qu'ils ne produisent pas comme par le passé, ils ont systématiquement affaibli les systèmes économiques et les systèmes politiques, etc. Alors maintenant, réfléchissez. Et au moins, ils ont le droit de réfléchir. Personne ne considère Macron comme quelqu'un en train de vouloir chercher un autre mandat. Oui. Mais le président de la République, qui a aussi une culture qui rapproche naturellement les règles démocratiques, eh bien, il vous dit, non, réfléchissons. On n'a même pas encore réfléchi. Vous dites, non, il veut le troisième mandat. C'est ces raccourcis-là que je considère comme étant un écosystème politique de pourriture intrinsèque. C'est trop fort. Non, j'allais dire des pseudo-chercheurs politisés. Et donc, il faut qu'on quitte ça. Oui. Je le dis comme ça très fort pour que les gens commencent à réfléchir. Oui. Je le dis très fort. Pas parce que je suis proche du président, c'est parce qu'on ne réfléchit pas. Vous allez voir, la Constitution, non, il ne faut pas en parler, les sociales. Vous allez avoir les sociales. Les élections consomment 1 milliard de dollars. Le programme qui couvre l'ensemble du territoire national, c'est 1,660 milliard. On ne peut pas avoir de l'argent pour terminer ce programme, parce qu'à cause des élections, pour avoir des députés provinciaux, avoir des députés nationaux et des sénateurs, avec le modèle que nous avons, et la manière dont ils ont réfléchi, où on a connu des gens qui sont répétés comme des performants, etc., produits. On connaît l'histoire de ce pays, l'histoire récente. Mais non, oui. Produit des recommandations. Une centaine de recommandations. Aucune recommandation appliquée. Oui. Et les gens disent, bon, tel compétent, tel... alors, en fonction de quoi?
On évalue les gens en fonction des résultats. Vous avez parlé que la constitution actuelle était une constitution des belligérants. Mais là où le bas blesse, c'est du fait que l'article 217 de la constitution, plusieurs ou plis d'un intellectuel estiment que il faut réviser cet article, et d'autant plus qu'avec la guerre d'agression que nous subissons actuellement, les Congolais sont-ils prêts à maintenir cet article sur l'éventualité de l'abandon d'une partie de son territoire? Est-ce que cela est-il vraiment possible que l'on puisse laisser cet article 220 exister alors que cela doit nécessiter aussi un changement? Ça fait partie des recettes Kabila pour lesquelles nous disons que ça bloque la nation, ça met la nation en situation difficile, ça ne nous permet pas véritablement de décoller. Il faut donc faire l'analyse complète de la Constitution et savoir dégager un certain nombre de dispositions qui bloquent et qui freinent l'élan de la reconstruction de la République. Ça, c'est la motivation qui est la nôtre, qui est fondamentalement la vision du chef de l'État. Eh bien, écoute, au lieu déjà de commencer, ne serait-ce qu'à faire cet exercice, pour voir la cohérence mathématique entre ce qui est dedans et ce qui ne pouvait pas être dedans, on tire déjà des conclusions anticipatives, que je considère conclusions non concluantes, pour dire qu'il veut le troisième mandat. Mais on vous donne l'opportunité d'être dans cette commission. Oui. Vous avez à l'opposition des gens de grandes compétences, ça on les reconnaît, dans un droit occidental, romano-germanique et compagnie. Mais ils sont là, parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils sont très très liés, ils sont des prisonniers de la vision occidentale. Alors, mais on leur donne l'opportunité, venez, on discute de ces questions. Oui. Alors maintenant, on dit non, occupez-vous d'abord du social. Mais social, qu'est-ce qu'ils appellent social? La gratuité de l'enseignement. Il faut réunir combien d'argent pour réussir une gratuité? La maternité. Et alors, on ponctionne combien d'argent pour soutenir la maternité? Alors maintenant, quand il y a possibilité de pouvoir élaguer certaines dispositions qui peuvent remettre en question toute la dynamique économique que nous pouvons produire, où est le mal? Alors nous continuons véritablement à avoir cette bourgeoisie budgétivore en province pour avoir des députés, en fait, qui ne votent même pas un édit. En dehors de l'édit financier, budgétaire, etc., il n'y a pas d'autre idée. On ne fait pas de réformes, on ne fait rien. On ne peut pas transformer la République. Et on va continuer véritablement à avoir ces gens-là qui se font appeler honorables comme ça, sans rien. Mais vous proposez quoi à la place? Vous voulez qu'on puisse supprimer qu'on arrête les ça, institutions ou qu'on puisse maintenir regardez le Sénat, regardez le Sénat, 108 personnes, ils font quoi? Ils font quoi au Kabaya? Tous sont roulés, roulent carrosse. Tous ont des salaires. Mais il y a certaines matières qui sont également examinées en seconde lecture au Sénat, qui nécessitent également une réflexion des sages. Non, bien, quel sage? Pour avoir quel résultat? Dis-moi. Donnez-moi un exemple où les sages ont réfléchi et la situation a changé ici. Non. Ayez le courage de le dire. Je prends beaucoup de risques, vous savez, quand on parlait de ces questions. Parce qu'on ne peut pas laisser le pays comme ça. Donc vous émettez dans une même longueur d'onde avec Steve Mbikaï qui estimait que non, il faut pas me citer les gens ici budgétivores qu'il faut supprimer. Non, moi je n'aime pas de me citer les gens comme ça pour que moi je dépends de ces idées. Non. Il sait ce qu'il sait, il sait ce qu'il a fait. Oui. Parce qu'en réalité, vous savez, c'est pas seulement changer des institutions, c'est pas seulement la réforme, mais c'est aussi l'intégrité des hommes politiques. L'intégrité des hommes politiques, c'est un problème, c'est un challenge dans notre pays. Vous savez. Alors quand tu m'invites, si tu veux que Steve vienne ici, tu l'invites. Oui. Mais il ne faut pas me rappeler des idées comme ça, etc., qui sont en une discordance quasi totale avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Les hommes politiques au Congo ont une apparence de la piété. Non, il ne faut pas étiqueter. C'est qui en fait la force, en fait. Il ne faut pas étiqueter les gens. Oui. J'ai connu un truc comme ça en Belgique où un prêtre, moi j'étais en train de négocier de fonds pour mes projets. Il dit non, les Congolais ne sont pas sérieux. Et lui, il est Congolais, mais il dit que les Congolais ne sont pas sérieux. Pour que le blanc puisse me prendre, moi, moins sérieux et qu'il ne puisse pas me donner
n'est-ce pas, la subvention. Alors je lui dis, mais toi tu es Congolais, pourquoi tu dis que les Congolais? Mais tu fais au moins une exception. Et donc il y a des exceptions au Congo. Oui. On ne peut pas étiqueter tout le monde comme il y a une éthique étiquetée. Non. Chacun doit assumer ce qu'il est. Encore qu'il faut que nous prenions conscience pour comprendre que bon, les discrédits de notre peuple se généralisent à travers le monde. Il faut qu'à un moment donné, nous payions le droit à la contestation pour dire plus jamais comme avant. Et ça, c'est une grande responsabilité, et ça relève également de la responsabilité de toutes les structures de dissuasion qui sont en train de traquer tous ceux qui sont capables de poser des actes incontrôlés. Mais il faut avoir l'honnêteté de ne pas tirer sur tout le monde, parce que là, on risque de nous faire discréditer, Oui. parce que plus personne ne va nous respecter. Non, ben, On va ben, écouter que les Congolais, ils sont tous moins sérieux. Oh, c'est pas ça. non, ben, C'est ben, pas ben. ça. Nous acheminons déjà vers la fin. Entre le fait de révisiter la Constitution et le social des Congolais qui doivent être améliorés, vous jetez votre dévolu sur quelle position? Le social ne s'améliore pas au hasard. Il faut une loi fondamentale. C'est la Constitution. Et c'est la Constitution qui prépare un certain nombre de dispositions qui permettent véritablement à ce que les autorités soient engagées vers le social. On vous dit qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont là et qui sont verrouillées et qui interdisent naturellement, qui font volatiliser de l'argent à souhait. Notamment les élections, le modèle occidental que nous utilisons. Oui. Et ça nous fait partir plus d'1 milliard de dollars. Et les élections même locales ne sont pas encore terminées. Alors, faut-il continuer? Faut-il continuer avec cet arsenal institutionnel que je considère comme de l'inceste institutionnel où vous voyez les députés provinciaux dans les 26 provinces. Et vous voyez comment les gens sont élus? Vous voyez comment ils élisent les gouverneurs? Vous voyez comment le gouverneur, finalement, devient le chef de tous ces élus? Et donc, on va continuer véritablement à cautionner ce théâtre de chez nous. Vous voyez vraiment des gens qui aiment bien se faire appeler excellence, honorables, mais qui n'ont pas le cœur dans l'ouvrage. Je crois qu'il y a des mesures transitoires qu'il faut prendre. Et puis cette question de la gouvernance des provinces par les originaires aussi pose problème. Eh bien, que justement, ça fait partie des recettes. Oui. Et c'est interdit par la Constitution d'y toucher. C'est interdit. Ça ne peut pas faire l'objet de révision. Ah bon? Ah non! Alors, comment allez-vous faire avec 11 000 députés? 3 500 ministres? Mon cher ami, 1000 animateurs exécutifs. Mais c'est de la bourgeoisie politicienne, à outrance. C'est de l'argent. Alors que la population demeure. Ah ben voilà, vous savez combien. Imaginez-vous, regarde, je suis par exemple dans une chefferie. Oui. Il y a des échevins. Il y a le chef lui-même. Alors, si on paie ces échevins, si vous avez par exemple 200 000 francs, il va rester combien pour que le chef de chefferie fasse quoi que ce soit? Rien du tout. Rien du tout. C'est comme ça qu'il faut y aller mollo. Et la question de la multiplication des partis politiques, parce qu'on assiste aujourd'hui à une floraison des partis politiques, bien évidemment, la Constitution de la République a été entérinée sans que les Congolais les plus ordinaires puissent en maîtriser les contenus. Vous ne voyez pas que c'était le rôle des partis politiques, un rôle hautement pédagogique à jouer pour parti politique expliquer au peuple des fautes accomplisses. Ça fait un temps que j'observe notre pays, non? J'ai fait office d'un consultant, j'ai été recruté plusieurs fois pour faire le monitoring dans les provinces. Et en 2006, quels étaient les députés qui ont été élus au niveau provincial? C'est lui qui avait un peu d'argent, qui pouvait réunir les 250 $, qui avait postulé. Et la plupart, c'était, non, j'allais dire des vendeurs de chikwang, etc., des cigarettes, etc. Mais ce sont eux-là qui ont été élus sans comprendre, rien comprendre, parce qu'ils n'ont jamais exercé des responsabilités qui étaient familiers avec le service, la nouvelle fonction, etc.
Et puis on a progressé. Il faut voir comment ils décident. Il faut voir quelle est la qualité, quelle est la performance, quel est le résultat entendu. J'ai moi-même, en 2000, c'est pas que 2014, fait un tour à travers le pays, etc. Vous posez même la question au président de l'Assemblée provinciale, il ne connaît même pas le budget. vous posez la question, même au questeur, il vous dit non, je vais vérifier sur mon papier. Tu vois. Donc, on est dans une situation où il faut prendre des décisions courageuses. Mais il faut maintenant qu'il faut à la place qu'il faut. Au Sénégal, ils avaient un Sénat. Aujourd'hui, il n'y a pas de Sénat, il est resté l'Assemblée nationale. Et c'est l'Assemblée nationale qui fait tout. Les autres, c'est pour la réélecture. Oui. Et il faut que cette manière Cheater? Non, la manière de servir aux autres, de trouver du travail pour mieux s'engraisser, doit s'arrêter. Pour que finalement, nous, l'IDPS, nous qui avons suscité l'espérance, nous puissions montrer, poser un pas des géants pour dire plus rien ne sera comme avant, faisons des recherches courageuses, nous pouvons, n'ayez pas peur de le pouvoir, mais nous vous disons qu'aujourd'hui il faut que le Congo commence à marcher sur cette lancée-là, parce que ça donne une boussole, ça donne une torche qui éclaire l'avenir. Si on n'arrive pas à le faire, si on n'arrive pas véritablement à s'engager dans cette direction-là, à ce moment-là, on attendra longtemps. Je ne vois pas un gouvernement qui va venir, qui soit en dehors de l'UDPS, en tout cas dans les 10 ans, 20 ans, oui, pour venir changer la situation. Sinon, on n'en commence pas à poser les actes aujourd'hui. Très bien. Norbert Yamba, vous étiez notre invité et je crois que vos propos vont aider quand même à effleurer ces différents problèmes qui passent en plein vis-à-vis de cette question de la révisitation ou non de la Constitution, en vue de nous déterminer pour des changements profonds et constructifs. Mesdames et messieurs, nous avons ici pour vous M. Norbert Yamba, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Avec lui, nous avions donc parlé de l'importance de la révisitation de la Constitution devant les sociales de la population. Est-ce qu'il faut privilégier la révision constitutionnelle ou les sociales de la population? Je crois que vous l'avez écouté. Les démarches vous êtes également édifié face à cette question. On se retrouve prochainement avec des autres invités, mais d'ici là, portez-vous bien et monte sur des programmes sur Canal Congo Télévision.